Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulier puisque je vais me confier au micro. En 2019, après 3 ans à New York, je décide de tout quitter pour partir m'installer au Cambodge. Cette aventure ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu, mais je vais partager avec vous mon coup de cœur pour ce pays et cette culture. Cet épisode est une invitation à être doux avec soi-même malgré les obstacles. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés puisque, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai choisi de ralentir un petit peu le rythme des épisodes après une période assez intense de plusieurs mois avec des épisodes toutes les semaines. Et là, petit à petit, on se rapproche vers la fin de cette saison de Good Visa. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode un petit peu spécial. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire et je sais pas, il s'avère que en ce moment, c'est le bon moment pour faire cet épisode puisque je vais vous raconter mon aventure, on va dire, au Cambodge. On a déjà abordé le Cambodge avec Sophie Trem dans l'épisode 22 et j'avais aussi fait un hors-série où on parlait un petit peu de mon parcours et j'avais mentionné le Cambodge, mais là j'avais vraiment envie de reprendre un petit peu la chronologie, pourquoi je me suis retrouvée là-bas et ce qui s'est passé. Et donc si on resitue, on va dire à peu près à partir de début 2019, je suis toujours à New York et ça se passe pas exactement comme je le souhaite côté professionnel. C'est compliqué aussi de rester à New York avec un autre travail parce que en termes de visa, voilà, on le sait, c'est pas pour rien que le podcast s'appelle Good Visa. C'est très compliqué de changer de visa avec Trump à l'époque. Et voilà, sur le plan perso, je sens que j'ai besoin de m'éloigner de beaucoup de choses. Donc je postule en Asie parce que j'avais déjà travaillé en Chine et je sais pas, je ressens un appel à retourner là-bas. Et le recrutement se fait très rapidement pour ce poste donc au Cambodge, à Phnom Penh, pour retourner dans l'hôtellerie de luxe. Et le changement va être très rapide puisque je vais quitter New York mi-avril, le 15 avril, et je vais partir au Cambodge le 19 avril. Donc en fait, j'ai à peine 4 jours de transition en France. Donc vraiment très sport et en même temps ça me ressemblait beaucoup à l'époque et j'avais pas vraiment en tête de allez ça pourrait être pas mal que j'intègre un petit peu ces 3 années passées à New York. Non, j'ai foncé tête baissée et puis je me suis aussi adaptée à ce qu'on me proposait pour le début de ce nouveau contrat. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque en plus quand j'arrive en France et quand Notre-Dame de Paris est en train de brûler. Donc c'est très particulier comme période de transition on va dire et donc je quitte la France le 19 avril pour arriver au Cambodge le 20. Je vais passer par Bangkok à l'époque, transition très rapide et pour les formalités de visa avec le Cambodge ça a été relativement simple pour une fois. Donc ça c'était quand même un grand soulagement et ça m'a beaucoup fait rire parce que quand je suis arrivée à Phnom Penh, j'ai été accueillie par le staff de l'hôtel, vous savez avec le petit panneau avec écrit mon nom, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc voilà, ça commençait sur une note assez comique. Donc j'arrive à Phnom Penh, là on est à 38 degrés, ressenti 46, il y a cette humidité. Et en même temps, je sais pas, je me dis ça y est, c'est un nouveau départ, je laisse tout ce qu'il y avait à laisser derrière moi et je pars sur de nouvelles bonnes bases. Donc là, comme je mentionnais, donc je vais travailler dans un hôtel 5 étoiles et avant que je sois installée dans les logements spéciaux pour les expatriés, on me propose 2-3 nuits dans l'hôtel pour vraiment faire l'expérience de ce que je vais vendre plus tard, même si ça reste dans le service marketing. Donc je suis accueillie avec les paniers de fruits, il y a la piscine, je vais au restaurant matin, midi et soir, je me fais des petites balades, je commence à découvrir le pays. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de m'écouter, de faire ce changement, de découvrir ce pays, parce que je ne connaissais pas du tout le Cambodge. Je me rappelle que les premiers jours, j'ai tout de suite ce réflexe d'aller dans un supermarché pour voir au plus près cette culture, j'ai envie de dire. Et c'est assez intéressant de voir
ben voilà, il y a plein de fruits exotiques partout. Je me rappelle, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est même les fruits, en fait, les pommes étaient emballées dans du plastique. Enfin, les pommes uniques, enfin individuelles. Donc vraiment beaucoup de plastique partout. Je vois aussi qu'il y a énormément de produits français, de par l'histoire de ce pays. Et que par exemple, je sais pas, un pot de Nutella, ça va être presque 10 $. Les sachets de thé, ça va être près de 8 $. Puisque oui, on l'avait peut-être mentionné déjà avec Sophie dans l'épisode du Cambodge. Mais il y a donc 2 monnaies au Cambodge. Il y a donc les dollars, c'est la monnaie principale. Quand on va retirer de l'argent dans un distributeur, c'est ce qu'on va vous proposer. Et après, il y a la monnaie locale avec les riels. Donc ça va être plus pour les taxis, pour les tuk-tuk, pour acheter des petites choses sur le marché. Et là, la 3e nuit, tout va basculer. Enfin, j'exagère, mais donc là, c'est le moment où on m'installe dans les quartiers. Il y a en fait une petite dépendance à l'hôtel avec les logements pour les expatriés de l'hôtel, que ça soit des expatriés européens, américains ou asiatiques. Et je me retrouve dans une petite chambre, mais... Alors, vous allez peut-être vous dire, oh, mais elle faisait sa princesse. Non, vraiment, j'ai vécu en Chine, j'ai déjà été dans des logements un peu rock'n'roll, mais là, c'était vraiment la chambre de l'horreur parce que j'arrive. Déjà, tout est ultra sale, il y a de la poussière partout, la moitié des meubles sont cassés, j'ai pas de chaise, les rideaux sont pétés, il y a des taches de calcaire comme j'ai jamais vu dans les éviers, c'est fissuré, il y a voilà, de la poussière partout, les serviettes sont vraiment sales, faut dire ce qui est. Il y a un cintre en fer dans l'armoire. La porte, on voit qu'elle a été pétée. Il y a des bouts de scotch partout, des taches de peinture, des cheveux par terre, le porte-savon qui est pété. Enfin, il n'y a rien qui va. Et donc on m'annonce, ben voilà, c'est ta chambre. Et puis je me rappelle, ce soir-là, il était assez tard, donc... je peux même pas demander à parler à mon responsable ou quoi que ce soit pour voir s'il n'y a pas autre chose. Et là, je me dis, mais dans quoi je me suis retrouvée? Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je me rappelle en plus, donc il fait nuit assez tôt au Cambodge, enfin en Asie de façon générale. Et donc je suis dans cette chambre, après avoir vécu mes 2 premiers jours assez fantastiques, on va dire. J'ai pas internet dans ma chambre, j'ai personne à qui parler et juste je me sens mal et je me dis mais est-ce que j'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie en fait? Donc là c'est très très compliqué. Donc le lendemain, je vous passe les détails mais je fais état de la situation au directeur de l'hôtel qui semble pas non plus si choqué que ça. Pourtant, c'est un Français, on a un très bon feeling, ce que je pensais être un très bon feeling au début. Il me dit, bon ok, on va te faire dormir à nouveau une nuit dans l'hôtel, le temps qu'on corrige tout ça. Donc le lendemain, on propose une nouvelle chambre, un petit peu plus grande et surtout quand même beaucoup plus propre, parce que vraiment j'avais l'impression de rentrer dans... Cette première chambre, c'était vraiment la chambre de l'horreur. Donc là, on me propose quelque chose de beaucoup plus correct et je me dis, bon ok, ça va le faire, c'était juste une erreur de départ, tout va bien se passer. Et sauf que petit à petit, dans cette chambre, je me rends compte que mon collègue de chambre, un collègue de mon équipe, sa chambre est envahie de cafards. Donc il me prévient qu'il faut que je sécurise un petit peu ma chambre pour éviter d'être envahie. Et là, au Cambodge, on parle de cafards XXL. C'est pas des petits cafards, c'est vraiment des trucs énormes. Et aussi, dès les premiers jours, je me rends compte que, par chance, je vais échapper aux cafards parce que je protège bien tout dans la salle de bain. Mais ma chambre va être envahie de geckos. Vous savez, ces petits lézards, une sorte de lézard jaune avec un petit peu des ventouses au bout des pattes. Et comme j'ai expliqué, je crois, dans l'épisode avec Sophie, c'est une de mes phobies, en fait, les lézards. Voilà, chacun ses petits trucs. Et quand je dis envahi, c'est-à-dire que j'avais au moins tout le temps 4-5 geckos dans ma chambre qui passaient à côté de mon lit, qui étaient au milieu de mes chaussures. Et puis en plein milieu de la nuit, les geckos, même s'ils sont très petits, ça va faire un bruit mais énorme, ça fait
Attention, je sais pas si je me tente à l'imitation du gecko, mais ça fait gecko, gecko. Et enfin là, j'en rigole, mais je vous jure que quand on a une phobie et qu'on se retrouve avec les lézards... Bon, après, vous me direz, oui, je partais au Cambodge, je savais dans quoi je me lançais, mais en fait, je pense que petit à petit, à chaque fois, c'était les choses qui s'accumulaient. Mais bref, donc je pars m'acheter des filets pour essayer de les attraper, les geckos, pour les sortir dehors. Donc voilà, je fais un petit peu... j'essaye de m'adapter. Entre-temps, quand même, je commence à travailler au sein de l'hôtel, je découvre mon équipe. Donc on a, pour l'équipe marketing, j'ai une petite équipe de 4-5 personnes, que des garçons. Il y a un Français qui va être stagiaire, il y a un Cambodgien, il y a un garçon des Philippines, 2 garçons des Philippines, et ils m'accueillent vraiment super bien au sein de cette équipe. Ils m'offrent un bouquet de fleurs les premiers jours, ils sont vraiment aux petits soins. Et ils ont bien compris que voilà, le début a été un petit peu rock'n'roll, mais je sens tout de suite vraiment cet accueil ultra bienveillant de leur part, et ça m'a énormément aidée. En plus, pour cette première semaine, ce qui va être très drôle, c'est que c'est la plus grande soirée de l'année pour l'hôtel, pour le personnel. Donc ils ont vraiment vu les choses en grand. Il y a une soirée qui est organisée dans la plus grande salle de réception de l'hôtel. Chaque équipe fait un petit spectacle, et... moi, en 2-3 jours, j'apprends la chorégraphie de l'équipe marketing. On se retrouve sur scène à faire une danse. En plus, ils me disent, bon, ben toi, on va te mettre au premier rang, comme ça va faire rigoler les gens. Enfin, bref, donc c'est quand même très comique. Et je découvre que les Cambodgiens adorent faire la fête. Après, vous me direz qu'ils n'aiment pas faire la fête, mais je ressens vraiment dès le début que la musique et la danse, c'est vraiment hyper important pour eux. Et je me dis, mais c'est... Oui, le Cambodge est le pays du sourire, mais c'est vrai que j'ai rarement vu, en fait, un tel enthousiasme, en fait, à passer une soirée comme ça. Enfin, donc là, je me dis, allez, ça marque à nouveau des bons points, ça se passe super bien. À la fin, je monte chanter sur scène avec eux, et ils m'intègrent tous hyper bien. C'est très bienveillant, et vous voyez, si vous avez suivi un petit peu mon parcours C'était en 2014, j'ai été en Chine, et même si j'avais été super bien intégrée aussi avec mes équipes, là je sens que c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment, même s'il y en a plein qui parlent pas anglais dans les équipes, ils veulent vraiment faire en sorte que tout se passe pour le mieux, donc c'est beaucoup de bonheur, et je me dis, allez, c'était juste un loupé, ça va bien se passer. Je suis quand même très contente aussi à l'époque de retrouver ce milieu de l'hôtellerie de luxe où il faut tout le temps être impeccable, vous savez, avec le chignon, pas un cheveu qui dépasse. J'ai l'uniforme de l'hôtel, il faut toujours faire attention à notre prestance et à notre présentation face aux clients, parce que même si j'avais un poste marketing, j'étais quand même beaucoup en backstage, on va dire. Et là, il faut que je m'adapte, parce que je découvre que tous les bureaux sont en fait dans une partie de l'hôtel où il n'y a pas du tout de fenêtre. Donc je vais passer toutes mes journées de travail sans lumière naturelle. Et aussi, pour la petite anecdote, au Cambodge, il y a régulièrement beaucoup de coupures de courant. L'électricité, elle est régulièrement coupée dans le pays, et en fait, les hôtels ont des générateurs. Donc normalement, ça n'impacte pas les séjours des touristes, la façon de faire le business pour des grosses sociétés. Mais c'était quand même fréquent que malgré ces générateurs, il y ait des coupures d'électricité. Donc au départ, ça fait un petit peu bizarre, c'est-à-dire que tout le monde est en train de travailler sur ses ordinateurs, et là d'un coup, paf, coupure d'électricité pendant 2-3 minutes. Donc on apprend à avoir des réflexes quand même un petit peu plus que la normale, c'est-à-dire constamment sauvegarder notre travail. C'était commun aussi que des fois le soir on mangeait et paf, plus de lumière du tout, juste la lumière des sorties de secours. Et moi j'étais morte de rire à chaque fois, parce que ça sort tellement de ce à quoi on est habitué. Parce que oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, même si voilà, pour la chambre et tout se passait un petit peu mieux, il va y avoir un autre challenge, ça va être la nourriture. Puisque donc la cantine des employés, il y avait la cantine des employés locaux et une cantine pour les employés expatriés. Et déjà ça me mettait quand même un petit peu mal à l'aise, parce que je me disais, mais pourquoi on n'est pas tous traités à la même enseigne ?
Mais bon. Et donc on m'avait expliqué, oui, tu verras, il y a une cantine spéciale pour les expatriés, où vous aurez de la nourriture européenne, et ainsi de suite. Ok. Bon, après, moi je me disais, je suis au Cambodge quand même pour manger local, mais bref, passons. Et en fait, dans cette cantine, déjà on mangeait en plus dans des plateaux de fer. Et j'avais l'impression que c'était, vous savez, comme les plateaux en prison en fait, où il y a les petits... de quoi mettre la nourriture directement dans le plateau. Et je déchante assez rapidement puisque ce qu'on nous propose, c'est par exemple des légumes cuits à l'eau, pas du tout assaisonnés et en quantité très limitée. Des poissons qui vont être où il reste quasiment jamais de quoi manger dessus. Enfin, je sais pas trop comment vous le décrire, il faudrait que je vous montre avec des images, mais en fait c'est même pas comment dire. Clairement, ça vend pas du rêve et en plus, il y a un gros problème en termes de quantité. Il y a vraiment pas assez pour le nombre d'employés qu'on est. Donc très compliqué, mais là aussi, je me dis, c'est pas grave. Encore une fois, fais pas ta princesse, tu vas t'habituer. J'essaye aussi d'en parler de temps en temps un petit peu au directeur pour lui dire, mais est-ce que c'est normal que ça soit comme ci, que ça soit comme ça ? Et petit à petit aussi, je sens que je suis pas la seule à être gênée par ça. L'information remonte. Au fil des mois, il va y avoir quelques progrès, mais ça reste très très compliqué. Et je pense que c'était important que je revienne là-dessus pour que vous compreniez un petit peu la suite des événements. À mon avis, quand on part en aventure, on sait que voilà, la nourriture va être différente de notre quotidien, que par exemple si on part en bivouac ou en aventure pour faire de longues marches, qu'on va pas dormir sur un matelas super confortable, qu'on va manger différemment. Et dans ce cadre-là d'aventure, je trouve que c'est totalement ok et ça peut... voilà, ça va changer du quotidien et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand en fait on sait que ça s'intègre dans notre quotidien de tous les jours quand on va travailler, moi j'ai senti que ça me pesait beaucoup, de me dire bon ben ça en fait c'est mon nouveau quotidien de vivre dans un endroit où je me sens pas à l'aise, où au final j'ai l'impression de pas bien manger entre guillemets, et vraiment je dis ça avec des pincettes parce que je sais très bien la chance que j'avais, mais voilà. Je pense que ça n'a pas aidé pour la suite et du coup c'est peut-être ce qui a fait que je me suis autant raccrochée à plein d'autres choses autour, c'est-à-dire mes collègues, le groupe d'amis que je me suis fait là-bas. Et c'est pour ça que rapidement je mettais en place des petits bonheurs au quotidien, on va dire, où voilà, ça fait très cliché, l'européenne qui va tout le temps se faire masser, mais pour le coup j'en ai vraiment profité là-bas au Cambodge. À chaque fois en plus c'était des endroits sublimes, des petits salons, rien de trop commercial, c'était vraiment des petites pépites à chaque fois que je trouvais pour aller me faire masser, avec à chaque fois un personnel exceptionnel, des dames, ou même si on parlait pas la même langue, j'étais toujours accueillie avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de soins. Et vraiment, c'était mes parenthèses enchantées à chaque fois, ou d'aller me faire des petits restos en solo, chose que je faisais pas trop à New York. Je pense que c'est vraiment au Cambodge que j'ai découvert que c'était ok en fait de juste prendre un livre et aller me faire un restaurant toute seule. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans mon quotidien. Ah oui, si, petite anecdote, je me disais aussi, j'adore le yoga, ça serait bien que dans mon quotidien je trouve un studio pour mettre ça en place. Et donc un soir je vais tester un cours de yoga. Donc rappelez-vous, on est dans ce climat où il fait très chaud, beaucoup d'humidité. Donc là je rentre dans un petit studio tout mignon, un petit peu perdu dans un recoin, il y a les petits drapeaux tibétains, ça sent l'encens et je me dis ah bah génial, ça va vraiment me rebooster de retrouver cette pratique. Et là le cours commence, on était envahi de moustiques. En plus il faut faire quand même assez attention aux moustiques au Cambodge. Que je dise pas de bêtises, c'était pour la dengue, je crois. Non, je sais plus. Mais voilà, il faut quand même faire attention aux moustiques au Cambodge. Donc voilà, assez difficile. Voilà, vous êtes en chien tête en bas et c'est un peu le challenge de se focaliser sur sa respiration et de faire abstraction de tous les moustiques qui sont en train de vous tourner autour. Et là, je me rappelle, à un moment, il y a une énorme chauve-souris qui rentre dans la salle et qui n'arrive plus à sortir de la salle de yoga. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ?
C'était vraiment comique, mais bon, j'y allais de temps en temps, ça me faisait du bien. J'ai découvert aussi un cours de... Je crois que ça s'appelait Animal Flow, c'était un mix de yoga, fitness, voilà, un peu bizarre, mais c'était quand même très chouette de pouvoir intégrer de nouvelles activités dans mon quotidien. Encore une fois, dans cette démarche de me dire, bon, c'est pas parfait la chambre, la nourriture, mais je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien, parce que je me disais, j'ai quand même tout quitté à New York pour cette aventure-là. Enfin, aventure, je pèse mes mots. Hein. Mais donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et aussi, ce qui était assez différent par rapport à mes autres expériences à l'étranger, où j'avais tendance à beaucoup me retrouver avec des Français, de rester entre Français même à l'étranger. Là, j'étais vraiment très proche de mes collègues cambodgiens, parce que comme je le disais, ils m'ont très rapidement super bien intégrée, et même si oui, il y avait quelques Français avec qui je traînais de temps en temps, parce que j'ai l'impression qu'on peut pas y échapper, enfin c'est compliqué d'y échapper, on rencontre un Français, une Française, et puis on lie des liens d'amitié assez rapidement. Mais voilà, mes collègues cambodgiens, ils étaient tout simplement en or. Je me répète, hein, ce pays du sourire, mais aussi de la gentillesse incarnée, parce que j'ai quelques collègues, ils avaient absolument rien, et pourtant c'était les plus généreux que j'ai rencontrés. Et il y a notamment, je crois que j'en avais... Ah, je suis pas sûre si j'en avais déjà parlé, de Bora. En fait, c'est un collègue qui travaillait à la sécurité, et je le croisais tous les matins, parce que lui, en fait, il contrôlait le parking de l'hôtel. Et au début, il parlait quasiment pas anglais, et en fait, à force de le voir tous les jours, je lui apprenais une ou deux expressions. Moi aussi, j'essayais d'apprendre un petit peu de khmer. En plus, très rapidement, quand on a réussi à un petit peu plus s'exprimer en anglais, en fait, comment vous expliquer ça ? Par exemple, il était super content de me raconter où il habitait, qu'il était super content, il avait une douche, un lit, et donc il me montrait, et en fait, il me montrait que sa douche, c'était un seau d'eau dans un espèce de... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, c'était vraiment très très hardcore, on va dire, comme quotidien, qui dormait quasiment à même le sol, et en fait, il était super heureux de me montrer que c'était son quotidien, il se sentait hyper privilégié par rapport à son travail, et voilà, il respirait la joie de vivre, alors que il gagnait, je crois, même pas $200 par mois, ou quelque chose comme ça. Donc forcément, dans ces moments-là, ça m'aidait à relativiser et me dire mais arrête, t'as des geckos dans ta chambre, ok, la nourriture, c'est vraiment pas ouf, mais au moins t'as de quoi manger, donc arrête de te plaindre, ça suffit. Considère-toi heureuse avec ce que t'as. Et aussi rapidement, il m'a expliqué qu'en fait, dès qu'il avait fini de travailler à l'hôtel, lui, il vendait des ananas avec sa mère, qu'en fait, sa mère récoltait les ananas, et après ensemble ils les vendaient au bord de la rivière. Et un jour il m'a dit si tu veux tu peux venir avec nous, et donc là je me retrouve dans un endroit où il n'y a pas du tout de touristes, et je suis là à les regarder, je suis assise sur le côté, donc la maman coupe les ananas, et ensuite c'est Bora qui se charge de faire la vente, et tous ces Cambodgiens me regardaient en se disant mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là. Et donc j'étais là à goûter l'ananas, enfin bref, être avec eux, et c'était... j'en garde vraiment un super bon souvenir. Et parce qu'aussi, il m'amenait sur son scooter pour aller dans ces endroits-là. Et pareil, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait cette étrangère-là sur un scooter dans des quartiers vraiment atypiques avec un Cambodgien. Et il y avait aussi cette innocence chez lui qui était assez bluffante. Parce que par exemple, on va y venir, mais quand j'ai quitté le Cambodge, je me rappelle qu'il me disait... Ah mais donc je te verrai à travers l'avion, tu me feras coucou pour dire au revoir. Oui, je vais essayer. Et mes collègues me taquinaient un petit peu quand je proposais qu'ils nous rejoignent dans nos sorties. Mais non, il s'est rien passé, c'était juste un ami très sympa. Et en fait, il découvrait tout avec les yeux d'un enfant. Et c'est ça qui était assez fascinant, parce que, par exemple, il est venu une fois avec nous boire un cocktail dans un bar.
il avait jamais fait ce type de sortie, donc il était tout stressé, il s'était bien habillé, il avait son petit peigne et il allait se repeigner toutes les 5 minutes. Il est aussi venu bruncher une fois avec nous et il connaissait pas du tout cette... Enfin voilà, les crêpes, les gaufres, tout ça, il connaissait pas, donc il était trop content de découvrir. Et puis de voir son émerveillement à chaque fois devant tout ça, c'était chouette de se dire, bah au moins on peut lui faire découvrir des choses. Et c'était pas non plus pour flatter notre ego ou quoi que ce soit, de se dire, oh là là, mais tout ce qu'on peut lui offrir, pas du tout. Ça a amené à chaque fois des débats hyper intéressants. Et même à la fin de mon séjour, c'était hyper touchant parce que, comme je disais, donc il avait rien. Et le jour de mon départ, il a insisté pour m'acheter sur un marché un petit bracelet. Et vous savez, c'est des petits cordons un petit peu multicolores, très simples. Mais du coup, je l'ai encore, ça fait plus de 6 ans. Et il était très fier de faire ce cadeau avant de partir. Et voilà, je pense que cette rencontre, ça m'a bouleversée et ça m'a rappelé, encore une fois, le bonheur peut se trouver dans les choses les plus simples et prendre compte, encore une fois, de la chance qu'on a, tout simplement. Et dans mes groupes d'amis, il y avait aussi pas mal de filles qui ont pris le temps de me raconter chacune leur parcours, où il y en a beaucoup en fait qui venaient de familles extrêmement pauvres et qui du coup les premières années de leur vie elles ont été prises en charge par des ONG, elles ont été à l'école grâce à des ONG pour ensuite retrouver un peu plus tard leur famille. Et elles racontent ça avec beaucoup de détachement, aussi beaucoup de fierté. Et même à l'heure actuelle, si elles avaient un très bon travail, ça n'empêche qu'elles étaient quand même dans un milieu très défavorisé. Et pourtant, c'était les premières à vouloir inviter au restaurant, ce genre de choses. Et oui, elles m'ont bouleversée, ces filles-là. Elles étaient... c'était un petit peu comme mes petites sœurs pour certaines d'entre elles. Et rien que... je suis assez émue rien que d'en parler parce que elles ont été très importantes dans mon séjour au Cambodge. Ou même si oui, on avait l'anglais pour communiquer entre nous, des fois on se comprenait pas avec la langue, mais c'était ok, avec un regard on peut se comprendre. Il y avait aussi la fête, c'est la chanson qui nous rapprochait beaucoup, puisque j'ai fait vraiment beaucoup de karaoké avec mes collègues. C'est une passion pour eux le karaoké. J'ai l'impression que c'est quand même très asiatique, cette passion pour le karaoké. J'ai pas l'impression qu'on soit aussi fan en Europe. Et à chaque fois, en plus, ces filles-là, elles avaient une voix juste extraordinaire, à chanter des chansons où je comprenais pas les paroles, mais on sentait qu'elles mettaient toute l'émotion. Voilà, c'était vraiment très chouette, tous ces karaokés avec eux, ça nous a beaucoup rapprochés. J'ai fini par chanter des chansons en khmer, en karaoké, enfin c'était assez exceptionnel. Je suis désolée parce que j'avais prévu toute une structure pour cet épisode et en fait je me laisse porter par les anecdotes qui reviennent, donc navrée si ça part un petit peu dans tous les sens, mais peut-être pour rester par rapport à ces rencontres. Mes collègues, dès qu'on était en week-end ou qu'il y avait des vacances ou quoi que ce soit, c'était les premiers à m'inviter dans leurs sorties, et des fois je me suis retrouvée dans ces trucs à faire des soirées barbecue où on n'était même pas 2 expatriés, je crois, sur une trentaine de Cambodgiens, à rien comprendre de ce qui se passait de la soirée parce que tout le monde parlait en khmer, mais au final j'en garde quand même des super souvenirs, des situations de fou rire où je me suis retrouvée à manger des trucs, je préfère même pas savoir ce que c'était, mais c'était génial, avec voilà tout le temps cette chanson, cette musique qui revenait. Et un souvenir qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est on a fait 2 sorties en bateau sur le fleuve du Tonlé Sap. C'est quelque chose qu'ils aimaient bien faire de temps en temps, de louer un bateau, où en fait il n'y a quasiment rien sur le bateau, c'est juste pour faire une sorte de mini croisière sur quelques heures, où en fait chacun ramène un petit truc à grignoter, et il y a la musique très fort, et juste on se laisse porter par cette mini croisière. Et je me rappelle, ils adoraient ramener à chaque fois des sortes de pâtes de poulet. Et ils étaient là à grignoter ça. Tiens Camille, tu veux goûter? Non, ça... j'ai goûté une fois, ça ira. Et c'était des moments où voilà, ils se confiaient beaucoup, on rigolait beaucoup, et c'était des vraies bulles de bonheur. Et des fois, quand on sortait en boîte, parce qu'il y avait
énormément de boîtes à Phnom Penh, ou de clubs avec beaucoup de musique pour faire la fête. Et il y avait régulièrement de la musique française. Je me rappelle même dans un club, un soir, il y avait Aya Nakamura. J'étais là, mais comment ça se fait qu'elle soit arrivée jusque-là au Cambodge? Et un autre club où ils aimaient passer vraiment beaucoup de musique française, où les Cambodgiens adoraient danser sur Claude François et ce genre de choses. Et des fois, je me disais, mais c'est tellement improbable comme situation. Et c'est ce contraste aussi qui m'a quand même pas mal frappée de voir qu'on peut trouver des restaurants assez chics, des boîtes de nuit, des clubs. Et en même temps, il suffit d'aller un tout petit peu plus loin et on va se retrouver dans des quartiers complètement délabrés, avec les lignes électriques qui pendent, où on sent que la pauvreté est là. Enfin, c'est vraiment très particulier. Je trouve que c'était moins marqué par exemple en Chine, là où j'étais, où il y avait quand même des quartiers un peu plus pauvres, mais là c'était vraiment tout mélangé. C'était un coin de rue, ça avait l'air complètement moderne, très chic, et puis on fait même pas 200 mètres et on trouve des bouts de tôle partout, très poussiéreux pardon, aussi comme ville, Phnom Penh. Et si on repart un petit peu dans la chronologie, donc je suis arrivée, comme je vous le disais, mi-avril. Là, on est à peu près mi-mai. Je sens qu'au niveau du travail, c'est très compliqué, puisque j'ai quand même été embauchée pour être directrice marketing, et je me rends très vite compte qu'en fait, c'est un rôle d'exécutant et un rôle où j'ai aucune responsabilité, en fait, puisque encore une fois, tout comme ce qu'on m'avait vendu par rapport au quotidien que j'aurais, par rapport à la chambre, la nourriture, en fait, même pour les missions du travail, ça correspond pas du tout à ce qu'on m'a vendu. Je ne peux prendre aucune décision, même pour un changement de couleur sur un document, il faut que ça soit validé par le directeur, donc très compliqué, mais là aussi, je pense que j'essaie d'avoir ce mindset de me dire je vais quand même essayer de trouver des solutions, d'apprendre à connaître mon management, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin de temps avant de me faire confiance. Et en fait, plus je vais creuser par rapport aux personnes qui avaient ce poste avant, plus je me rends compte que ça vient pas de moi, c'est le management qui est fait comme ça. Je me dis, j'essaye quand même. Mais si je suis totalement transparente avec vous, je sens aussi cette petite voix intérieure qui me dit, ça va pas en fait, t'es peut-être pas censé être là tout simplement. Mais je me dis, bon, mon cousin à l'époque, et même toujours vit à Hong Kong, il m'avait dit, là t'as un contrat de 2 ans au Cambodge, sur les 2 ans je trouverai le moment pour venir te voir. Je l'appelle quand même et je lui dis, écoute, je sais pas combien de temps je vais tenir ici, je vais te raconter, ça se passe pas comme j'avais prévu, mais si tu veux, on s'organise un séjour à Siem Reap pour aller voir les temples d'Angkor. Donc j'arrive à négocier quelques jours de repos, je fais des heures supplémentaires et on part découvrir encore les temples d'Angkor avec mon cousin pendant quelques jours. Et ça, je pense que c'est aussi une bulle de bonheur qui va me permettre de tenir encore un petit peu plus. On va en profiter pour faire plein d'activités, et d'ailleurs j'ai quelques anecdotes là-dessus. Des super massages, plein de bons restaurants à manger des plats locaux et typiques, où c'est d'ailleurs là-bas que j'ai mangé les meilleurs bœuf lok lak. Donc c'est un plat typique cambodgien avec donc du bœuf, du riz. Après il y a quelques variantes, mais c'est aussi servi avec cette petite sauce au poivre, en général au poivre de Kampot. Et il y a aussi beaucoup de citron vert avec cette petite sauce, et c'est juste, je crois que ça s'appelle turmeric, ce mélange citron vert et poivre de Kampot, et c'est juste extraordinaire. Donc voilà, on mange super bien, on va bien évidemment découvrir les temples d'Angkor, alors sous une chaleur quand même écrasante, mais vraiment exceptionnelle. On avait pris un guide qui nous a fait faire les parties principales de ce temple-là. Donc on était en 2019, il y avait beaucoup de touristes, mais ça restait quand même raisonnable, et
Il n'y a pas de mots pour les décrire, c'est juste incroyable et je pense que si jamais vous avez l'opportunité de le faire, je ne peux que vous le recommander. Il y a aussi toute cette partie avec les fameux décors de Lara Croft où on voit ces arbres qui se sont incrustés dans la pierre, c'est tout simplement splendide. Je me rappelle aussi, il y avait beaucoup de singes, beaucoup de petits singes un petit peu partout et il y a aussi la possibilité d'aller faire d'aller dans certains endroits beaucoup moins touristiques avec des temples tout aussi splendides. Donc vraiment ça j'étais tellement contente de pouvoir le faire et de me dire bon, quoi qu'il arrive pour la suite de cette aventure, je me sentais pleinement apaisée. Et quand je mentionnais les activités, on a notamment fait du quad avec mon cousin dans la campagne, en fait, tout simplement pour aller visiter les champs, aller se perdre un petit peu dans la partie plus rustique, on va dire, de Siem Reap. Et j'avais jamais conduit de quad avant. Très rapidement, je me dis, waouh, ça va être compliqué, parce qu'en fait, c'est quand même très lourd, il faut pas mal de force pour bouger pas le guidon, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, à un moment, déjà mon cousin s'éclatait, il était à fond, il traçait droit devant. À un moment, il y a même le guide qui nous accompagnait qui se met entre nous deux, donc il se met derrière mon cousin et moi je suis derrière. Je vois que le guide vérifie régulièrement si je suis bien. Et en fait, à un moment, il nous amène dans un endroit où il y a beaucoup de bosses et c'est censé être super fun parce que ça fait un peu rock'n'roll comme trajet. Et là, à un moment, je sens que je perds le contrôle du véhicule. Et je sens que je tombe sur le bas-côté et je vois un arbre et je me dis, bah ça y est, c'est la fin. Enfin, c'est un peu le cliché de voir sa vie défiler devant ses yeux, mais j'ai vraiment cru que ça allait mal se terminer. Et je sais pas, j'ai réussi à donner un grand coup à la fin et à éviter la cata, on va dire. Donc je me suis pas fait mal ni quoi que ce soit, mais j'ai compris à ce moment-là que ce genre de véhicule, c'était pas du tout pour moi. Et on a aussi fait beaucoup d'acrobranches, et ça c'est quelque chose que je recommande énormément, enfin acrobranche. C'est pas que je vous recommande de faire de l'acrobranche, mais en fait à côté des temples, il y a la possibilité de faire ça, et en fait c'est pas, vous savez, les structures comme on peut avoir par exemple en France, où il y a vraiment des passages vraiment de partout, là c'était principalement de beaucoup de tyroliennes, et faut savoir que j'ai le vertige. Et en fait, je sais pas, ce jour-là, je me suis dit, allez, on va pas rester sur l'échec du quad où je l'ai quand même pas très bien vécu. Et là, voilà, j'ai dépassé mes peurs avec le vertige et vous vous retrouvez à faire de la tyrolienne dans ces forêts à côté des temples, tellement de verdure à perte de vue. Par moments, vous escaladez et vous vous retrouvez à je sais même plus combien de mètres de hauteur, perdu au milieu de cette jungle. À apercevoir des bouts de temple au loin et il y avait quasiment personne sur ces activités-là. On était il y avait quoi? Il y avait mon cousin et un autre couple qui parlait un petit peu anglais. Ils nous ont fait des super vidéos. Je partagerai ça sur le compte Instagram du podcast. Et voilà, encore une fois, je me dis, ok, c'est bon, je suis en train de dépasser mes peurs. Au final, j'adore le Cambodge, les gens sont tellement gentils. Je fais des activités exceptionnelles, je découvre cette nature qui est flamboyante et aussi bouleversante. Donc je rentre sur Phnom Penh et je me dis, ça y est, on arrive fin mai, ça va le faire. J'ai peut-être paniqué pour rien en fait. Petit à petit, les semaines passent et même si côté pro c'est toujours très compliqué, je me retrouve à être quand même beaucoup impliquée avec différents départements de l'hôtel, notamment pour un petit projet en interne où je dois faire des vidéos avec chacune des équipes. Et voilà, ce sont des employés qui parlent quasiment pas anglais, mais au final on arrive à faire des super vidéos, des super projets, on rigole beaucoup et encore une fois je me sens vraiment hyper intégrée dans cette équipe où dans l'hôtel je crois qu'il y avait quand même entre 300 et 400 employés. Et notamment pour la petite anecdote, vous savez, des fois les gens laissent des petits mots dans les chambres pour remercier les femmes de ménage. Et quand j'ai travaillé avec l'équipe housekeeping, j'ai vu qu'elle gardait tous ces petits mots et en fait elle l'accrochait sur un grand pan de mur et on voyait tous ces mots de tous ces gens venant de partout dans le monde. Donc voilà, je découvre aussi une autre facette
de cette industrie et je me sens très proche de mes collègues. Et voilà, j'essaie de trouver des solutions pour le travail. Et là, petit à petit, il y a de nouveau des petites difficultés qui pointent leur nez. Alors je sais pas, peut-être que je m'étais voilé la face pendant ces quelques semaines où j'ai pu découvrir une autre partie du Cambodge et me rendre compte que, en fait, j'adore ce pays, j'adore discuter avec les gens, j'adore en apprendre de plus en plus sur cette culture. Je me mets à apprendre un petit peu aussi quelques mots de vocabulaire en khmer. Et en fait, au niveau du travail, ça ne va absolument pas. Ça en devient très pesant, je n'arrive pas à trouver de solution malgré tout ce que je mets en place. Et là, je sens que ça me déchire le cœur, mais je sens que ça va pas être possible en fait de continuer parce que professionnellement, comme je vous l'expliquais, c'est très compliqué. Je sens que je n'apprends rien du tout, que je ne m'épanouis pas, que ça ne va pas changer, que c'est juste... je m'ennuie aussi, tout simplement. Et dès que j'essaie de proposer des initiatives, des projets, de faire changer les choses, ça ne passe pas du tout. Je sens aussi que le milieu de l'hôtellerie de luxe a beaucoup évolué. Et il y a énormément de choses qui ne me conviennent plus, ou moralement je trouve pas ça normal qu'il y ait autant de différences de traitement entre les employés, qu'il y a parfois des petits détails, et je ne m'épancherai pas sur le sujet ici, mais qui m'échappent. Je trouve pas ça normal. Même si ça va beaucoup mieux dans mon quotidien, que j'ai réussi à me créer un petit cocon, j'ai maintenant des rats au-dessus de ma chambre qui courent toute la nuit à faire des bruits comme des chiens enragés. Enfin, c'est juste lunaire comme situation. On est obligé d'essayer de bloquer des trous parce qu'il y a une trappe par lesquelles ils pourraient sortir à n'importe quel moment dans la nuit. Enfin, c'est... En plus de ça, on arrive sur la période des banquets dans l'hôtel. Donc c'est là où il y a beaucoup d'allers-retours avec les mises en place des tables, des chaises pour 200-300 personnes à chaque fois. Et forcément, c'est ma chambre qui donne sur ces mises en place-là. Donc c'est très compliqué de dormir la nuit. Et en fait, encore une fois, comme tout ce que j'ai dit depuis le début, ce sont des petits détails, mais je pense que là, juste, en plus du travail qui se passe pas bien, j'arrive à bout là en fait. Encore une fois, je sais que c'est pas dramatique et je pense que je m'en suis beaucoup voulu à l'époque de me dire ce que je vous disais un petit peu au début, de là, mais c'est quoi, c'est juste moi qui ai fait ma princesse, mais non en fait, ça ne va pas pour le travail, ça ne va pas au quotidien. Et je pense aussi que c'est un moment où je me remets beaucoup en question sur mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, est-ce que quel est le sens de ma vie, enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais je pense que là en fait je pète un peu les plombs quoi. Et je pense aussi, ce qui a déclenché un peu ce raz-de-marée, on va dire, c'est qu'on a organisé à l'hôtel un événement caritatif avec une association de jeunes enfants handicapés. Ça m'a bouleversée tout simplement cet événement parce qu'ils ont fait un concert, ils ont chanté énormément de chansons. Moi je me suis retrouvée à faire maître de cérémonie pour cet événement, je suis passée à la télé cambodgienne. Quelques semaines avant ça, pour une exposition, j'étais dans la presse. Enfin, c'était très drôle. Mais ce concert, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous ici ? Je sais pas. C'était vraiment remettre en question mon utilité dans la société, vraiment plein de choses. Et ce que je vais comprendre seulement quelques mois après, quand je ferai une thérapie, c'est que peu importe où on va dans le monde, on a beau aller le plus loin possible, au final on finit toujours par trimballer son bagage émotionnel, j'ai envie de dire, et tant qu'il n'y a pas certaines choses qui ont été décortiquées, on va dire, et regardées de plus près, ça continuera à nous poursuivre, j'ai envie de dire, peu importe où on va. Donc voilà, c'était un peu, je pense, un trop-plein, et donc là je prends la décision de démissionner. Et quand je ressens un tel soulagement en fait après cette prise de décision, je me dis que c'était la bonne chose à faire. Mais vous voyez, ça a été très compliqué pour moi même là, rien qu'en en parlant, je suis quand même assez émue d'accepter que c'était pas pour moi ce job, cette expérience, que j'ai vraiment eu un coup de cœur absolu pour le Cambodge et pour cette culture, mais que ça va s'arrêter là, que tant pis, j'ai quitté New York pour cette aventure et maintenant je
Je n'avais aucune idée de d'où j'allais aller, ce que j'allais faire, mais qu'il fallait l'accepter. Et je pense que voilà, même quelques années après, il y a une part de moi qui le vit un peu comme un échec, même si j'ai conscience que non, c'est pas un échec, ça devait se passer comme ça et j'ai pu apprendre beaucoup de choses de cette expérience, mais quand même pas facile, et même en parler, j'en avais pas reparlé autant dans les détails depuis un moment, et je sens que voilà, il y a peut-être encore des petites choses à les décortiquer suite à la fin de cette aventure. Pour mes derniers jours au Cambodge, je vais vraiment essayer de profiter à fond de mes amis, de mes collègues. On va faire pas mal de pots de départ, on retourne faire encore quelques karaokés, et je vais prendre le temps aussi de visiter certaines parties de la ville. Parce que oui, clairement, je vais pas vous mentir, Phnom Penh, il n'y a pas non plus 200 choses à faire, mais il y avait quand même quelques musées assez sympas en plein centre de la ville. Il y a aussi le fameux centre de rétention de Tuol Sleng, où en fait c'est un ancien lycée où le régime des Khmers rouges emprisonnait et tuait toutes les personnes dont ils se méfiaient. Et c'était tout simplement bouleversant, et j'avais pas non plus envie de trop me voiler la face par rapport à cette culture, et d'être quand même au plus près de la réalité des choses. C'est que ce pays est encore très marqué par son histoire, et en fait dans ce lycée, on voit les pièces, les salles d'école qui étaient transformées en salle de torture tout simplement, en salle comme une prison. Il y a encore certains lits. Certains endroits sont encore très marqués, je rentrerai pas dans les détails, mais je vous laisse imaginer Voilà, on comprend très bien ce qui s'est passé. Et il régnait vraiment une atmosphère très particulière sur ce lieu-là, mais voilà, c'était important pour moi de m'y rendre avant de partir. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que pour mes 2 derniers jours, je me suis dit, je vais me prendre un petit boutique hôtel pour un peu intégrer ces 3 mois, être dans un petit cocon avant de partir. Et moi qui n'avais pas été malade du tout pendant ces 3 mois, les 2 derniers jours, j'ai été malade comme un chien, un peu comme si c'était l'intégration de tout ce qui s'était passé. J'avais peut-être trop pris sur moi, je sais pas. Mais à l'époque, j'étais pas encore très ouverte enfin, pas familière avec écouter son corps, que peut-être mon corps parlait pour moi. Mais là, clairement, je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose. Et après, j'ai décidé de partir passer des entretiens d'embauche en Thaïlande pour toujours rester dans l'hôtellerie de luxe. J'avais fait marcher quelques contacts, et en fait, je me rends rapidement compte que je pense que c'est l'industrie qui ne me convient plus, que même si je découvre très rapidement la Thaïlande, que ça me plaît beaucoup, je sens en fait que c'est plus pour moi, que ça correspond pas à ce que je recherche. Donc je pars retrouver mon cousin à Hong Kong, où là c'est le coup de cœur absolu. Je connaissais déjà un petit peu Hong Kong, et je me dis voilà, j'ai l'impression d'avoir le mix parfait entre tout ce que j'aime beaucoup de New York et tout ce que j'adore de l'Asie. Donc là, j'entreprends les démarches pour faire mon visa de travail, je commence à passer des entretiens, et je me dis ok, en fait je suis passée par cette étape du Cambodge pour terminer ici, parce que pour moi ça y est, je me projette déjà, mon cousin commence à me faire rencontrer ses amis, on fait quelques sorties, enfin je me dis ok, ça va être Hong Kong. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, puisque là on est fin de l'été 2019 à peu près, et il y a beaucoup de tensions entre Hong Kong et la Chine continentale, tellement que ça bloque énormément de recrutement, ça complique les choses par rapport à mon visa, encore une fois, et tellement que je me dis, le temps que ça se calme, je vais rentrer en France. L'aéroport est bloqué, mon vol est retardé, enfin bref. Je finis par quitter l'Asie et je rentre en France, j'attends que les tensions s'apaisent, mais ça va prendre énormément de temps, tellement que je me dis, en fait, il faut que je change mon projet. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais l'expliquer dans l'épisode où je dévoile un petit peu plus mon parcours, mais
Je vais changer je sais pas combien de fois mes plans, je vais essayer de partir travailler au Canada, où en fait je me dis ah ok ben en fait ce qui s'est passé à Hong Kong c'est parce que c'était pour m'amener au Canada, je fais tout pour obtenir un visa de travail, mais là aussi ça ne se passe pas comme prévu, tellement qu'à un moment je me dis bon ben peut-être qu'en fait j'ai fait Thaïlande, Cambodge, Hong Kong, c'est peut-être juste que je dois revenir en Chine, vu que j'avais quand même beaucoup aimé cette expérience. Donc je passe des entretiens en chinois, je lance les procédures de visa, et nous sommes en mars 2020. Donc je vous laisse imaginer la suite, puisque la Chine, ça ne s'est pas concrétisé. Et au final, j'ai fini par trouver un travail en France et je ne suis pas repartie en Asie. Aujourd'hui, quand je repense au Cambodge, forcément, je pense tout de suite à mes amis, à ces collègues avec qui j'ai vraiment tissé des liens très précieux. Et je suis en train de lire un livre, je vais pas vous spoiler le nom parce que normalement je vais recevoir l'autrice du livre. Elle expliquait en fait il faudrait une deuxième vie, c'est-à-dire une seconde vie pour retourner voir tous les gens qu'on a rencontrés dans nos voyages, et c'est vrai que j'aimerais énormément les retrouver. J'aimerais bien retrouver aussi les tuk-tuk au Cambodge parce que c'était quand même une grande découverte pour moi, même si j'en avais fait un petit peu en Chine. Là, c'était très sport au Cambodge. Des fois, il valait mieux pas regarder autour parce que côté circulation, voilà, je pense que j'ai pas fait le Vietnam, mais c'est quand même bien intense. Et des fois, les chauffeurs de tuk-tuk étaient vraiment très drôles. Ils étaient disposés à parler, même si ils n'avaient pas forcément de vocabulaire. Des fois, je me rappelle, il y en a un, c'était un phénomène. Il avait une sorte de veste qui était... un petit juste au corps qui était construit avec, vous savez, quand on ouvre une canette de soda, ce petit clip en haut, je sais plus comment ça s'appelle, et voilà, c'était recouvert de ça, sa veste, il avait un petit chapeau qui était confectionné avec ça aussi. Souvent, il y avait de la musique, du hip-hop cambodgien, vraiment trop drôle. Quand il se mettait à pleuvoir, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop reparlé, mais la pluie au Cambodge, c'était d'une intensité. Après, c'est la période qui voulait ça aussi par rapport à la période des moussons, mais je n'avais jamais vu autant d'intensité dans les intempéries et dans la pluie là-bas. C'était assez impressionnant, et en même temps, il fallait s'adapter et les gens le prenaient très bien. Des fois, il fallait patienter une demi-heure, une heure avant de pouvoir sortir d'un endroit. Je me rappelle, des fois, je me suis retrouvée à terminer le travail et à devoir marcher pieds nus dans la rue tellement c'était inondé. Enfin, voilà, c'était quand même assez drôle, et c'est ça aussi qui me plaisait beaucoup au Cambodge, d'être beaucoup amusée parfois dans des situations du quotidien où je vous parlais de tuk-tuk, et des fois sur le bord de la route, je voyais des vendeurs d'essence qui vendaient de l'essence dans des bouteilles d'eau en plastique. Enfin, des fois, c'est des choses qui sortent tellement de notre quotidien que ça me faisait toujours sourire de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnaient, voilà, d'échanger avec mes collègues. Ça me manque beaucoup de comprendre le lien avec leur famille, parce qu'il y a une population quand même très très jeune au Cambodge, et en même temps il y a toujours ce respect par rapport aux personnes âgées, tout comme on peut retrouver ça en Chine par exemple. Beaucoup de respect aussi par rapport à la royauté, par rapport au roi, par rapport à toute la famille royale, où il faut faire très attention dès qu'on parle d'eux, dès qu'on passe près du palais royal à Phnom Penh, il faut être très respectueux. Enfin, voilà, c'était vraiment tout ce cocon qui me plaisait beaucoup. Sans oublier bien évidemment toutes les beautés que j'ai pu découvrir par rapport à l'architecture, par rapport à tous ces temples, que ça soit à Siem Reap ou même les musées dans Phnom Penh. C'est vraiment un type d'architecture qui est quand même assez différent de la Thaïlande, de la Chine. Parce que c'est tellement grand le Cambodge, j'aimerais beaucoup aller découvrir les plantations de poivre de Kampot dans le sud, aller aussi sur les plages dans le sud avec Kep, il y a aussi les îles de Koh Rong, Sihanoukville, il y a Battambang aussi dans le nord-ouest pour une architecture vraiment exceptionnelle, il y a aussi la région de Mondulkiri, où là ça va être une région plus sauvage avec beaucoup de jungle, de cascades, peut-être apercevoir quelques éléphants. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Cambodge. J'aimerais manger aussi à nouveau des plats locaux avec ce fameux bœuf Lok Lak dont je vous parlais tout à l'heure, le bœuf sauté au poivre. Il y a aussi le plat national Amok, ce poisson cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier avec du curry, lait de coco.
y a vraiment quand même pas mal de choses et surtout cette influence multiculturelle, on va dire, par rapport à la cuisine vietnamienne, la cuisine thaïlandaise, même chinoise, il y a vraiment de tout et c'est juste un plaisir pour les papilles. Et oui, je pense que ça me démange en fait d'y retourner. Donc on arrive à la fin de cet épisode et je vais me prêter au jeu des questions que je pose à mes invités. Si je devais retenir 3 mots par rapport au cambodgien pour les définir, sans trop réfléchir, vous voyez, j'ai même pas préparé les mots, mais je dirais, les premiers mots qui me viennent, c'est la gentillesse. Vraiment, je crois que je n'ai jamais rencontré des gens aussi gentils qu'au Cambodge. Leur générosité et leur sourire. Et ouais, générosité, sourire et gentillesse. Et si je devais choisir 3 mots pour le Cambodge, ça c'est plus compliqué. Le premier mot qui me vient, c'est encore une fois générosité. Pour définir ce pays. Le deuxième, ça serait la couleur ocre, parce que il y a quand même vraiment beaucoup de poussière au Cambodge. Il y a aussi beaucoup de temples, beaucoup de pagodes avec beaucoup d'or, cette couleur dans les temples qu'on visite. Et ça me fait penser aussi à cette chaleur qui est omniprésente, mais qui au final me plaisait beaucoup quand même. Donc générosité, ocre et intense, tout simplement. Intense dans les émotions, intense par rapport à leur passé, intense parce que j'ai l'impression aussi qu'ils font pas semblant pour plein de choses. Quand ils aiment, ils vont aimer très fort. Quand ils sont passionnés par quelque chose, ils vont l'être à 200%. Et je vais en rajouter un 4e, ça serait la force tranquille. Parce que quand même, surtout dans le milieu professionnel, j'ai découvert que il fallait y aller tranquillement aussi, quand on demandait à certains collègues de faire quelque chose, ou quand on demandait à un fournisseur tel produit. Oui, ça arrive, mais vraiment tranquillement. Donc vraiment cette force tranquille qui fait un peu contraste avec cette intensité. Et ça pourrait peut-être être ça la conclusion de cet épisode, que cette expérience, c'était me rendre compte peut-être que j'avais beaucoup d'intensité et que j'arrivais peut-être à une période de ma vie où c'était peut-être la fin d'un cycle avec cette intensité et que j'avais besoin de retrouver un peu cette force tranquille. Je sais pas, mais voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et peut-être voilà, si moi je peux vous donner un conseil de ce que j'ai tiré de cette expérience, c'est de... ça va paraître très, très cheesy, mais de toujours écouter cette petite voix en vous qui des fois vous dit ça c'est pas ok en fait. Et aussi de ne pas être trop dur envers vous-même. Alors après je dis ça alors que j'ai encore plus conscience en enregistrant cet épisode que je ne suis pas capable de l'appliquer moi-même, mais que voilà, si une aventure ou un voyage ne se passe pas comme prévu, vous avez sûrement fait de votre mieux à l'instant T, avec les ressources que vous aviez à ce moment-là, et que ça sert à rien de venir s'auto-flageller sur j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, en fait, vous avez vraiment fait de votre mieux, donc soyez doux envers vous-même et je vais essayer de l'être un petit peu plus, même par rapport à cette expérience. Donc merci pour votre écoute. C'est bizarre quand même de se confier sur ce séjour, mais je suis contente de l'avoir fait. J'espère que ça vous aura plu. Et je sais que le Cambodge a quand même beaucoup évolué depuis 2019. Le Covid est passé par là, mais je suis sûre que malgré les changements, ça reste... les Cambodgiens n'ont pas changé, qui sont toujours aussi gentils, aussi ouverts, aussi généreux. Si vous avez pour projet d'aller là-bas, n'hésitez pas à me contacter. Je remettrai aussi le lien de l'épisode avec Sophie sur cette destination. Et encore merci pour votre fidélité, pour votre écoute, parce que même si le rythme des épisodes ralentit, vous êtes toujours aussi nombreux à suivre Good Visa. N'hésitez pas à laisser un avis. Bref, vous savez tout. Encore merci à vous et à bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché,
que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.